Le président Trump a souvent dit que nous avons l'armée la plus incroyable de l'histoire du monde. Selon lui, personne d'autre ne s'en approche, même de loin. L'impression qui se dégage, c'est que tout ce que les États-Unis veulent faire sur le plan militaire, ils peuvent le faire. Personne ne peut rien y dire. Ni la Russie, ni la Chine, ni la Corée du Nord, ni l'Iran, personne. Ni le Venezuela, ni Cuba. Nous pouvons littéralement faire tout ce que nous voulons. C'est ce qu'il dit. Mais est-ce vrai? Nous voyons se dérouler sous nos yeux, en ce moment même, des preuves concrètes et irréfutables que non seulement ce n'est pas vrai, mais que continuer à croire que ça l'est compromet en réalité notre sécurité nationale, au point que nous pourrions être physiquement vaincus lors d'une future bataille. Si nous devions entrer en guerre contre un adversaire proche de notre niveau, nous pourrions nous retrouver anéantis et détruits sur un champ de bataille dont il n'y aurait peut-être aucun remède. Si vous pensez que c'est une exagération, laissez-moi vous le montrer. Aujourd'hui, je veux examiner ce qui se passe dans notre guerre contre l'Iran, puis dans notre guerre, celle que nous soutenons en Ukraine contre la Russie. Et vous allez voir certains recoupements. Vous allez voir émerger des thèmes communs. Mais je vais vous montrer très clairement pourquoi nous devons sortir immédiatement de ces deux guerres, afin de ne pas compromettre davantage notre propre sécurité nationale. Et la pire chose que nous pourrions faire, ce serait de nous engager de nouveau activement contre l'Iran ou de financer davantage l'Ukraine pour accélérer quoi que ce soit dans ce qu'elle fait avec la Russie. Parce que nous n'en avons pas les moyens et nous n'avons ni les actifs ni les ressources nécessaires pour poursuivre ces guerres. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. D'abord, regardons ce que disent les commentateurs. C'est une chose que le président Trump le dise. Mais c'en est une autre. Et malheureusement, cela renforce une compréhension erronée et inexacte de la situation lorsque les commentateurs le disent, surtout ceux qui ont été généraux 3 étoiles. Ce que je dirais, c'est l'Amérique. Regardez ce qu'a fait Thomas Jefferson quand il était le 3e président. Quand on pense aux Marines américains, des salles de Montezuma au rivage de Tripoli. C'est un peu comme ça. Nous nous sommes occupés des pirates barbaresques en intervenant par la force pour nous assurer qu'ils n'allaient pas continuer à capturer nos navires et emprisonner nos marins. Et c'est l'un de ces cas où nous devons employer des moyens militaires pour mettre les moyens économiques du même côté. Et je pense qu'il doit continuer à y réfléchir. Cet extrait en particulier, il y en a une tonne que j'aurais pu utiliser, où Jack Keane parle de reprendre des opérations à grande échelle, Victoria Coates. Enfin, vous voyez, ils disent presque toujours la même chose. Lindsey Graham, bien sûr, était le pire de tous. Il parle sans arrêt de l'Iran comme si ce n'était qu'une gêne, une nuisance, et qu'il fallait simplement y aller. D'ailleurs, même l'exemple donné à l'instant par le général Kellogg, c'est celui des pirates barbaresques. Donc, même à l'époque de Thomas Jefferson, quand nous avions une nouvelle marine, même les pirates barbaresques étaient quelque chose que nous pouvions gérer. Mais enfin, c'est parce qu'ils étaient littéralement, ce n'étaient pas des acteurs étatiques. C'était simplement des pirates isolés en mer, qui interceptaient le trafic, et donc nous voulions les poursuivre. Et donc c'était une nuisance. Vous savez, nous avions une marine d'État, nous avions le nombre de navires, les ressources. Tout ce qu'il nous restait à faire, c'était de nous en prendre à des adversaires individuels en mer et de régler ce problème. Et c'est ce qu'il a fait. Il y est allé et il a réglé ce problème. Mais dans ce cas, rien n'est plus éloigné de la vérité que de considérer l'Iran comme une simple gêne, une mouche qu'on pourrait écraser. Et le problème, c'est qu'on essaie, et lui l'a fait littéralement, d'établir une équivalence entre ce qui était une nuisance dans le passé
et quelque chose qui ne l'est absolument pas aujourd'hui. La raison pour laquelle c'est si important, c'est que si vous n'avez pas une compréhension exacte de deux choses majeures et importantes. Premièrement, quelles sont les capacités et les limites de votre adversaire présumé ou de l'adversaire que vous envisagez d'affronter? Et quelles sont les capacités et les limites de notre camp? Ces deux éléments sont incontestablement essentiels et on ne peut écarter aucun des deux. Il faut les examiner simultanément si l'on envisage d'employer la force militaire. Bien sûr, il y a aussi l'aspect moral, et nous en parlerons une autre fois. Mais même si vous n'avez aucune morale et que vous voulez simplement savoir ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, vous devez comprendre ce que l'ennemi peut ou ne peut pas faire. Et c'est là que nous avons un échec grotesque. Laissez-moi vous montrer quelques éléments. Nous en avons déjà parlé. La géographie, c'est l'un des facteurs les plus importants ici. L'Iran est 3 à 4 fois plus grand que ne l'était l'Irak. Nous savons tous combien d'années il nous a fallu pour simplement nous sortir de cette situation. Et on le voit dans la géographie des deux pays. L'Irak était relativement plat, en grande partie en tout cas, jusqu'à ce qu'on arrive dans la région du Kurdistan. Mais toutes les zones par lesquelles nous sommes entrés, depuis l'Arabie saoudite et le Koweït, lors de nos attaques de 2003 et de 1991, offraient littéralement un terrain et un territoire idéaux pour une attaque au sol et bien sûr, dans les airs. Nous contrôlions le ciel. Nous avions donc la domination dans tous les domaines. Je veux dire, une domination absolue. Vous voyez, rien de tout cela n'existe aujourd'hui. L'Irak n'avait pratiquement aucune force terrestre efficace. Mais il n'avait pas non plus de géographie qui aurait pu jouer en faveur de la défense. Il n'avait pas de drones. Il n'avait aucune force de missiles efficace. Il n'avait qu'une artillerie symbolique que j'ai personnellement observée. En fait, je me suis retrouvé sous des tirs d'artillerie à un moment, en 1991, et c'était tellement faible que je ne l'ai même pas su avant après coup. Voilà à quel point c'était inefficace. Rien de tout cela n'est vrai aujourd'hui avec l'Iran. Et commençons par l'élément le plus évident, la géographie. Non seulement le pays est bien plus grand, il est plus grand que l'Europe occidentale. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas traverser ces montagnes. Ce sont plusieurs chaînes montagneuses qui s'étendent du nord au sud jusqu'au détroit d'Ormuz et qui entourent pratiquement Téhéran. Il y a donc des montagnes sur 3 côtés différents de Téhéran. Cela rend le pays quasiment impénétrable pour n'importe quelle force terrestre. Et donc, quand on examine d'abord les options, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme en Irak, en 2003 ou en 1991? Est-ce qu'on pourrait intervenir avec une force terrestre? Eh bien, quand on évalue la difficulté, il n'y a en réalité que 2 itinéraires possibles pour employer des forces au sol. L'un arrive par le sud, là où sont les flèches rouges. L'autre est en bleu, tout en haut. La route bleue est bien plus difficile, parce qu'il faut traverser plusieurs zones, changer de direction, puis franchir toute une série de cols de montagne, et ainsi de suite. Mais c'est pareil pour l'itinéraire le plus direct. Faire passer une armée par là, c'est quasiment du suicide. Vous pourriez avoir une armée d'1 million d'hommes. Nous avions, je dirais, environ 200 000, 300 000 hommes pour la guerre de 2003. En 1991, avec les Alliés, nous étions quelque part autour d'un demi-million. Il faudrait doubler le dispositif de 1991 et vous perdriez quand même. Parce que traverser toutes ces montagnes, vous vous feriez tout simplement tailler en pièces. Je pense vous l'avoir montré. J'ai fait cette démonstration avec Google Earth, où vous plongez littéralement dans chaque vallée. Vous voyez que les crêtes abruptes descendent vers une vallée très étroite. Et il y a généralement une seule route, peut-être 2, pour passer. C'est comme tirer sur des poissons dans un tonneau.
Il suffit à l'ennemi de s'installer sur les flancs des montagnes, puis de vous pilonner pendant que vous passez, avec des tirs directs ou de l'artillerie, et bien sûr avec des drones et des missiles. Enfin, vous n'y arriveriez jamais. Jamais. Donc apparemment, c'est un des niveaux d'évaluation que nous avons effectués. On constate qu'il n'y a pas d'itinéraire praticable. En plus, nous n'avons pas tant de troupes que ça, de toute façon. Alors ils ont dit, bon, oublions ça. Entrons par les airs. Donc on ne peut pas traverser les montagnes, on ne peut pas les contourner. Et, au fait, on ne peut pas utiliser cette ligne verte-là, qui correspondrait à une insertion aérienne, en passant simplement au-dessus. Mais même, ça n'aurait pas marché, parce qu'on ne pouvait pas franchir toutes ces montagnes. De la même façon qu'on se serait fait abattre en essayant de traverser les rivières et les vallées depuis les flancs des montagnes, on se serait aussi fait descendre en passant au-dessus de toutes ces montagnes. Les hélicoptères ne pouvaient monter qu'à une certaine altitude, à cause de certaines de leurs limitations, et ainsi de suite. Et si on prenait l'avion, on a vu ce qui s'est passé. On a vu de façon très explicite ce qui est arrivé au C-130. Et d'autres hélicoptères ont tous brûlé dans une tentative visant simplement à sauver un pilote. Du moins, c'était la version officielle. Mais vous l'avez vu de façon très explicite. Donc vous voyez, même ça n'aurait pas marché. Aucune de ces options ne fonctionnerait. D'accord. Alors, entrons en jeu uniquement avec la puissance des missiles. Avec la puissance aérienne, la puissance des missiles, parce que nous avons calculé, et je pense que cela s'est révélé relativement exact, que nous pourrions neutraliser les défenses aériennes ennemies. Nous pourrions détruire une grande partie de leur système de défense aérienne, puis intervenir avec des missiles de croisière à longue portée. Donc, au départ, beaucoup de missiles tirés à distance, les JASSM et les missiles de croisière Tomahawk. Et puis nous avons d'autres moyens. Nous avons des missiles lancés depuis le sol, des attaques MS, des munitions de frappe de précision, donc plusieurs autres options offensives que nous pourrions utiliser. Voilà le problème. Ces mêmes montagnes que je vous ai montrées ici, on peut creuser des tunnels en dessous. Et on vous l'a montré à de nombreuses reprises. Voilà l'installation. Oui, il y en a au moins 30 comme celle-ci, disséminées sur toute l'étendue du pays. Et vous ne pouvez pas les atteindre. Apparemment, on a essayé des dizaines de fois sur cette montagne-ci sans jamais y parvenir. Et tout cela était connu bien à l'avance, parce que l'Iran avait vu ce que nous avions fait en Irak en 1991 et en 2003. Ils se sont dit, vous savez, ce n'est qu'une question de temps avant que nous devenions la cible. Ils avaient vu cette même vidéo du général Wes Clark, réalisée peu après le 11 septembre, dans laquelle il disait « Hey, il y a genre 7 pays qu'on va attaquer, dont l'un était l'Iran. » Cela devait soi-disant venir après l'Irak, après la version de 2003. Mais ensuite, l'insurrection a fait voler tout ça en éclats. Et donc ça a un peu tout bouleversé, avec aussi le bourbier afghan qui est survenu. Mais ça l'a retardé. Ça l'a pas arrêté. Est-ce que c'était réellement un plan? Et est-ce que ceci fait partie de ce plan? Les historiens pourront le démêler dans les années à venir. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce qui s'est passé. Les 7 pays ont donc tous fini par être attaqués, l'Iran en faisant partie. Ils savaient donc que ça arrivait. Alors ils se sont dit, très bien, commençons dès maintenant à prendre des mesures pour nous préparer à ce jour inévitable tel qu'ils le voyaient venir. Ils sont donc allés très profond. Ils ont commencé à creuser des tunnels sous toutes ces montagnes de granit où il y a de multiples couches et fractures, vous savez, formées au fil des temps géologiques, dans une masse granitique qu'aucune munition connue ne peut pénétrer. Et je ne parle pas de munitions conventionnelles. Je parle de n'importe quelle munition. Même des armes nucléaires ne peuvent pas détruire ça.
Tout cela était connu à l'avance. On le savait depuis de très très nombreuses années. Nous savions ce qu'ils avaient. Nos services de renseignement l'avaient prédit avec précision. Et pourtant, pour une raison quelconque, nous avons dit « Je sais ce que dit la géographie. Je connais les lois de la physique. Je connais la capacité de destruction des systèmes d'armes dont nous disposons. Mais je vais quand même essayer. Alors, je vais lancer une offensive là-dedans, et nous allons tenter de prouver que la géographie existe bel et bien. Et malheureusement, c'est exactement ce que nous avons fait. Et maintenant, nous avons le problème que nous avons découvert. Alors, concentrons-nous là-dessus. Nous avons donc eu, jusqu'à présent, 2 phases offensives. Il y a eu une période d'environ 40 jours au début. Et quand cela a produit ce que toute personne dotée d'une intelligence rationnelle aurait calculé à l'avance, à savoir qu'on ne traverse pas des montagnes de granit avec des munitions conventionnelles, on a simplement endommagé la surface. On a neutralisé quelques portes de sortie pendant un temps, jusqu'à ce que leurs ingénieurs puissent les réparer. Et ils l'ont fait, à ma connaissance, dans tous les cas, avec le temps. Nous avons donc eu ces 40 jours, puis nous sommes revenus avec un nouveau bombardement de 13 jours. On arrive donc à environ 53 jours, 53, 54, selon la manière dont on veut compter. Donc, en une cinquantaine de jours, nous avons désormais consommé une part importante de nos munitions. Et regardons quels sont ces éléments critiques. Mais d'abord, ce que vous voyez ici, c'est le rythme annuel de production en cas de montée en puissance, selon les estimations du CSIS, pour le missile de croisière JASSM, le PRSM, c'est le missile sol-sol Attack-MS, et puis un peu plus loin, les Tomahawk. Ce sont vos principaux systèmes d'armes offensifs. Il y en a quelques autres, des JDAM, des bombes de petit diamètre, et ainsi de suite. Nous en parlerons séparément. Mais ce sont vos principales armes à longue portée, tirées à distance de sécurité, que nous essayons d'utiliser. Voilà votre rythme annuel de production en cas de montée en puissance. Laissez-moi isoler les munitions offensives, surtout. Voyons. Non, en fait, j'ai fait l'inverse. J'ai isolé les intercepteurs. Donc vous voyez sur ce même graphique, ici, les intercepteurs PAC-3. Nous pouvons actuellement porter la production à environ 650 unités sur une période de 12 mois. Puis un peu plus loin, vous voyez les SM-3 et les SM-6. Ce sont aussi des intercepteurs de défense aérienne. Et puis bien sûr, tout en bas, le THAAD, la défense de zone à haute altitude. Ce sont ceux qui tentent de monter dans l'atmosphère pour intercepter les missiles balistiques alors qu'ils sont encore dans l'espace. Donc là, vous regardez les PAC-3 et les THAAD. Vous voyez, ce sont les cadences de production annuelles. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que représentent ces cadences annuelles par rapport à ce que nous avons utilisé en quelques 53 jours d'utilisation. Vous voyez, en 53 jours, nous avons utilisé près de 3 fois ce que nous pouvons produire en un an. C'était plus du double. Et on peut regarder ce que nous avons obtenu en échange. Rien que sur le plan défensif, voilà ce que nous avons réussi à faire. Toutes ces cibles, toutes ces installations que nous avons dans la région, même en consommant autant de ces missiles, n'ont pas été protégées. Ça ne nous a pas protégés à l'époque. Et ça ne nous protégerait pas si nous y retournions. Et vous voyez que du côté iranien, les missiles balistiques iraniens, et malheureusement, je n'ai aucune donnée là-dessus, nous ne pouvons parler que de leur capacité offensive. Mais vous voyez que leur capacité offensive dépasse notre capacité défensive. Donc, non seulement leurs montagnes mettent en échec nos missiles offensifs, mais leurs missiles offensifs mettent aussi en échec nos capacités défensives. Et cela ne changera pas à aucun moment. La partie iranienne a donc emprunté une autre voie. Notre capacité offensive et tous ces missiles que je vous ai montrés ici, offensifs comme défensifs, coûtent incroyablement cher. Et Gary montre parfois un autre graphique, également issu du CSIS,
sur le délai de production de chacun d'eux. Il faut plusieurs années pour produire un seul missile. Je crois que le plus rapide prend 2 ans et qu'un autre prend quelque chose comme 50 et quelques mois. Je pense que c'est le THAAD qui prend autant de temps. Le voilà. Merci Gary. Donc, ce sont les SM-3. Il faut 64 mois. Et le THAAD, 53 mois. Et ainsi de suite. Réfléchissez-y. 53 mois pour fabriquer un THAAD à 15 millions et demi de dollars l'unité. 28 millions de dollars pour un SM-3. C'est tout simplement un chiffre sidérant. Pourquoi avons-nous un jour pensé que c'était une bonne idée? Je n'en sais rien. Mais vous voyez, même les moins chers sont vraiment coûteux et prennent beaucoup de temps. Du côté iranien, en revanche, comme ce que font les Russes, ils ont adopté une stratégie complètement différente, parce qu'ils n'ont pas d'entreprises privées, ils ont des entreprises d'État. Ils n'ont pas besoin de dépenser autant d'argent. Ils n'ont pas besoin de passer par toute cette paperasse bureaucratique, ni de passer par des entreprises qui veulent faire de l'argent, et pour lesquelles c'est la motivation première à Undertoning, à Step Tassery, plutôt que de fournir à leur pays des capacités défensives ou offensives. Et donc, ils donnent la priorité au succès et à l'efficacité plutôt qu'à la recherche de profits économiques, ce que font les nôtres. Cela a conduit à la création de missiles bien moins chers, bien plus rapides à fabriquer et, comme on le voit, efficaces. Donc parce que l'Iran a choisi une voie technologique qui lui permettra de monter rapidement en puissance, puis de soutenir des opérations de combat sur une longue période, et parce qu'on ne peut pas les aborder sur le plan défensif avec la géographie existante, cela les rend presque invulnérables à tout ce que nous pouvons faire sur ce qui compte vraiment. Évidemment, nous pouvons frapper tout ce qui est en surface, ou presque, et causer d'énormes dégâts, mais cela n'affecte pas leur capacité à faire la guerre. Et quand on parle d'un pays aussi vaste que la plus grande partie de l'Europe occidentale, on ne peut pas frapper l'ensemble du pays. On pourrait éventuellement dire, on va réduire Téhéran en ruine. Il faudrait une quantité énorme de munitions pour y parvenir. Et cela coûterait très cher. Mais on pourrait s'en approcher. On pourrait certainement la dévaster. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'est qu'une ville. Même là, si vous y concentriez tous vos moyens, vous pourriez les humilier, les mettre en colère et tuer beaucoup de gens. Mais cela ne ferait rien pour retirer au pays sa capacité à faire la guerre, ni sa capacité à tenir dans la durée. Donc vous pourriez vider nos stocks offensifs sans que cela ait le moindre impact. C'est le cas. Et maintenant, quand on regarde tout ce que nous avons déjà dépensé, et vous savez, je pourrais montrer un graphique similaire pour certains de ces autres équipements, on voit que, pour les matériels les plus importants, les plus sophistiqués, le président Trump en a parlé récemment. Oui, certaines de nos capacités d'élite, dit-il, commencent à manquer, mais nous avons des tonnes du reste. Et c'est vrai, les JDAM, les SDB et ainsi de suite. Nous avons beaucoup de ce type de munitions. Mais elles sont aussi moins performantes que les armes à longue portée, parce qu'elles sont plus coûteuses à utiliser et pas seulement en dollars. Je parle de certaines de ces armes qui sont en fait, certaines sont moins coûteuses, les JDAM par rapport à un JASSM par exemple. Mais elles ne peuvent être tirées essentiellement que depuis des avions, beaucoup de nos chasseurs. Donc vous allez forcément épuiser la durée de vie de toutes ces cellules d'avion qui doivent les lancer. Vous devez vous rapprocher, ce qui veut dire que même une capacité de défense aérienne iranienne dégradée va désormais commencer à infliger de l'attrition à nos avions. Et le processus lui-même épuiserait nos équipages. Ça les userait complètement et ça ne marcherait toujours pas. Vous auriez toujours ce problème. Tout ça, peu importe le nombre de bombes que nous avons. Je vous le dis,
Même si le président Trump devenait complètement fou et utilisait des armes nucléaires, ça ne suffirait pas à les neutraliser. Vous causeriez énormément de victimes. Vous feriez énormément de dégâts, mais pas sous terre. Et puis, bien sûr, une fois que vous auriez fait ça, il n'y aurait plus aucune retenue, plus aucun frein. L'Iran se mettrait simplement à détruire tout ce qu'il peut avec ses missiles balistiques, que nous ne pouvons ni arrêter, ni intercepter. Et cela réduirait littéralement le Moyen-Orient en cendres. Et cela pousserait probablement Israël à commencer à utiliser ses armes nucléaires. Mais même ça ne suffirait probablement pas, même s'ils vidaient tout leur arsenal. Parce qu'au final, ils ne feraient que transformer toute la région en désert nucléaire, leur propre voisinage. Alors dans quoi vont-ils vivre après ça? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a absolument aucune voie vers la victoire ici. Cette théorie fantasque selon laquelle il suffirait d'éliminer le dirigeant principal ou de rendre la vie économique assez dure pour le peuple iranien. Je veux dire, de la même façon qu'il est stupide de ne pas comprendre que nos missiles ne peuvent pas traverser une montagne, il est tout aussi stupide de ne pas comprendre la culture du pays dont on parle. Vous ne pouvez pas les mettre hors de combat. Ils endureront n'importe quoi. Vous avez littéralement, tout comme le peuple britannique n'aurait jamais abandonné pendant le Blitz, tout comme le peuple français n'a jamais abandonné, même après que son pays a été occupé. Ils ont continué à se battre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quoi qu'il arrive, même s'ils devaient se battre loin de leur pays, ils ne se sont jamais arrêtés. Ils n'ont jamais abandonné. Vous pourriez, même si vous preniez Paris, et ainsi de suite, ça n'aurait jamais compté. Ils ne sont pas différents. Si vous mettez en péril toute leur culture, leur histoire, leur nation, tout, leur existence même, ils n'abandonneront jamais, tout comme nous ne le ferions pas. Regardez Pearl Harbor, regardez le 11 septembre. Ce ne sont que deux petites piqûres d'épingle en comparaison. Et regardez ce que ça a provoqué. Ça nous a tous galvanisés. Ça ne nous a pas fait céder sur quoi que ce soit. Pensez simplement à nous-mêmes. C'est comme ça que nous avons réagi. Et c'est comme ça que nous réagirions de nouveau à l'avenir. C'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui. Tout cela, mis ensemble, montre que cette guerre ne peut jamais être gagnée. Nous n'avons pas la technologie pour ça. Nous n'avons pas la capacité industrielle pour soutenir un tel effort. Et même si nous l'avions, ça ne marcherait toujours pas. Leur culture, toutes ces choses réunies, font que cette guerre est impossible à gagner. Et continuez à l'ignorer. Laissez-moi vous montrer une autre personne qui l'ignore, elle aussi. Car même en laissant tout cela de côté, aujourd'hui encore, après ces 53 jours, croyez-moi, je ne suis pas le seul à avoir fait cette analyse. Elle est là, pour quiconque est disposé à la voir. Et pourtant, après tout ça, nous avons toujours des gens comme Mike Pompeo qui défendent cette position. L'un des objectifs que le président Trump poursuit, je le sais, c'est de ramener les prix de l'énergie à la normale et de faire réellement rouvrir le détroit. Même si je suis d'accord avec le président pour dire que nous contrôlons qui entre et qui sort, la circulation commerciale n'y est pas libre aujourd'hui. On le voit à la réticence des assureurs à couvrir les navires qui traversent le détroit. Pour revenir à la situation que nous souhaitons, je pense qu'il faudra plus que de simples pressions économiques. Je pense qu'il faudra aussi poursuivre les efforts militaires. Et je pense que le président arrivera à la même conclusion. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a accès à Mike Pompeo? Envoyez-lui cette vidéo, s'il vous plaît. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, il vit dans une grotte et qu'il n'a pas vraiment remarqué que toutes ces choses dont nous parlons, les montagnes, la culture, la capacité industrielle de l'ennemi, ont suivi une voie différente. Une voie qui privilégiait l'efficacité et des objectifs pouvant être fabriqués à grande cadence, de manière soutenue dans le temps.
Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait essayer ça, parce qu'ils passent peut-être à côté. Le problème, c'est que certaines personnes sont conscientes d'une partie de tout ça, et elles proposent une réponse incomplète. Et puis, vous avez par exemple Victoria Coates, il y a quelques jours, qui va sur Fox News et qui parle de ce que le Pentagone veut faire. Alors, c'est une chose si je vais m'en prendre à une tête parlante. C'est une chose. Mais bon sang, quand c'est le Pentagone des États-Unis et le département de la guerre qui disent « Ah, vous savez quoi, on a regardé tous ces chiffres. On a même des données classifiées que vous n'avez pas. Et on va, genre, vous savez, faire quelque chose d'encore plus stupide. On va essayer de s'entêter dans les mêmes choses qui n'ont pas marché auparavant. Et donc, on va utiliser davantage des mêmes missiles. » De nouvelles demandes budgétaires des forces armées prévoient près de 14 000 nouveaux missiles et plus de 850 intercepteurs THAAD pour la seule année 2027. Une forte hausse, alors que les États-Unis cherchent à reconstituer leur stock épuisé et à renforcer leur préparation militaire. Nous devons réellement affecter cet argent aux bonnes priorités, à ce dont nous allons avoir besoin pour mener les guerres dans lesquelles nous sommes engagés aujourd'hui. Donc oui, je pense que le président a eu raison de demander 1 500 milliards de dollars pour le budget de la défense de cette année. Nous avons la NDAA en main. Maintenant, commençons à affecter ces fonds pour pouvoir lancer ce renforcement. D'accord, d'abord, c'était des obus de chars. C'était ce qu'on appelle des sabots. Je ne sais pas pourquoi ils montraient ça alors qu'on parlait de missiles, mais passons. Je dis ça en tant qu'officier des blindés. Mais écoutez, elle veut davantage d'intercepteurs THAAD, davantage d'intercepteurs PAC-3, les mêmes qui ont permis ça. Voilà donc votre réponse. Et je sais que les intercepteurs n'ont pas marché. Fabriquons-en simplement davantage. Et l'une des choses qu'elle n'a pas mentionnées, c'est que je suis ensuite retourné vérifier pour bien comprendre. Et effectivement, j'ai découvert que le présentateur avait parlé pour l'exercice budgétaire 2027 de 13 000 PAC-3. J'ai dit, c'est impossible. On ne peut pas les fabriquer comme ça. Vous avez vu le premier graphique que j'avais affiché. Pour les PAC-3, c'est la troisième barre. À l'heure actuelle, même en capacité de production accélérée, on est à environ 650. Si on pousse vraiment tout au maximum, c'est à peu près ce qu'on peut produire. Alors, comment arriver à 13 000 en une seule année? Eh bien, on n'y arrivera pas. Ils espèrent atteindre ces 13 000 dans 7 ans. Cela implique donc une montée en puissance sur plusieurs années pour arriver, je crois, à environ 2000, voire peut-être davantage, par an à la fin de cette période de 7 ans. Mais qu'est-ce que cela va nous apporter dans cette guerre? Celui dans lequel nous sommes, les amis, il ne fera rien pour vous. Et pire encore, vous allez dire, toutes les choses qui n'ont pas marché ici pour notre défense, on va simplement refaire la même chose. Pour Raytheon et tous les autres sous-traitants de la défense qui ont quoi que ce soit à voir là-dedans, et ils sont nombreux, ça leur va très bien. Hey, vous commencez à sortir le fric, à gonfler nos résultats. D'accord, ça me va. C'est la commande que vous passez, c'est la commande qu'on va produire. Parce que ce sont des entreprises privées, des sociétés indépendantes conçues pour gagner de l'argent. C'est leur objectif. Leur objectif, c'est le cash. Ce n'est pas la défense. Ça ne protège pas notre pays. Ça ne fait que générer des profits. C'est aussi simple que ça. Et vous avez toutes ces personnes, beaucoup de celles qui passent leur temps à dire tout ça, finissent par différentes voies, par gagner de l'argent grâce à l'industrie de la défense. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elles vont dire? Vous pensez qu'elles vont dire quelque chose comme «
Nous ne gagnons de l'argent que grâce à des gens comme vous qui nous regardent. C'est tout. C'est la seule manière dont nous gagnons de l'argent. Donc, tout ce qui m'importe, c'est de dire ce qui est exact. Alors je dirais, ne faites pas ça. Ne consacrez pas je ne sais combien de dizaines de milliards de dollars sur 7 ans, 1500 milliards sur une seule année. Cette partie-là, c'est seulement dans l'exercice fiscal 27. Dieu seul sait combien il pense obtenir par la suite. Les économies dévastées qui arrivent, c'est certain, à cause de ces guerres insensées que nous avons soutenues, vont presque certainement amputer tout ça. Donc ça n'arrivera probablement jamais. Mais bon sang, ne continuez pas sur une voie qui ne marche pas. Trouvons une nouvelle voie. Regardons ce que les Iraniens ont fait, ce qui a marché, ce qui leur permet de maintenir, dans la durée, des missiles offensifs et défensifs. Comme ça, si nous entrons dans une guerre que nous n'avons pas choisie, nous ne nous effondrerons pas au bout de 40 ou 53 jours. Enfin, allez. Il ne faut pas beaucoup de bon sens, ni de compétences en maths pour comprendre qu'on ne peut pas suivre cette voie tout en continuant à gagner, et même à conserver son statut de pays prioritaire. Et vous n'êtes certainement pas cette puissance militaire absolument incroyable, la plus grande de toute l'histoire du monde. C'est une fiction, alors oubliez ça. En parlant de la Russie, si c'était le seul problème que nous avions, ce serait une alerte rouge majeure, un incendie 3 étoiles, et ainsi de suite. Ce serait une préoccupation majeure. Mais ce n'est pas le seul problème. Et comme dans cette guerre-ci, la géographie est aussi un enjeu là-bas. Souvent, on voit cette carte. On l'affiche même ici de temps en temps. C'est ce que les gens regardent beaucoup. Et ils se disent, d'accord, voilà toutes les zones rouges, là où les Russes sont présents, sur d'anciens territoires ukrainiens à l'est. Ils n'ont pas beaucoup avancé au cours de la dernière année, donc c'est en quelque sorte ce que nous regardons ici. Et puis on entend toutes ces histoires, selon lesquelles le camp ukrainien commence à renverser la tendance. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer un extrait. C'est le général Ben Hodges qui dit « Hey, regardez cette carte. C'est encourageant parce que la tendance s'est inversée. » Je pense qu'il est incontestable que la dynamique a basculé en faveur de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont acquis la capacité de frapper en profondeur les infrastructures pétrolières et gazières de la Russie. Je veux dire à plus de 1000 kilomètres avec précision, en contournant les défenses aériennes russes. Ils ont aussi trouvé le moyen de frapper les infrastructures critiques tout autour de la Crimée, afin de poursuivre son isolement et de la rendre totalement intenable. Ce serait un coup massif pour Poutine. Voir des gens quitter la Crimée en masse, chercher à en sortir, les militaires partir eux aussi. Et puis à un moment donné, les Ukrainiens pourront l'occuper. Pas par un débarquement amphibie, mais simplement la prendre parce que les forces russes seront parties. D'accord. Très bien. Même sans rien vous dire de plus, rappelez-vous, c'est le même gars qui en janvier 2023 puis en juillet 2023 disait que l'Ukraine allait reprendre la Crimée, qu'ils y seraient en août, selon lui. Oui, ils allaient traverser le pont terrestre jusqu'à la mer d'Azov, puis ils seraient tout simplement en Crimée en août 2023. C'était absurde à première vue, déjà à l'époque. Et le voilà qui recommence. Exactement la même chose. Sauf que sa logique est maintenant un peu pire. Parce que, au moins, à ce moment-là, une offensive était réellement prévue et en juillet, elle était effectivement en cours. Le camp ukrainien disposait d'un tas de véhicules blindés, de bombes, de missiles, de drones et de tout le reste de ce que nous leur avions fourni, l'entraînement, le renseignement, tout ce genre de choses. Donc à l'époque, il y avait au moins la couverture d'une véritable offensive. Mais maintenant, il dit simplement « Non, on va juste rendre ça intenable ».
Je ne sais pas. On va frapper un tas de stations-service, des ponts ou je ne sais quoi, et ensuite, les habitants de Crimée vont simplement partir comme par magie. Ils vont se dire, vous savez quoi? Les forces armées russes vont tout simplement rentrer chez elles. Alors que la Crimée a été la première chose que la Russie a annexée en 2014 à cause du coup d'État que nous avions soutenu. Nous avons renversé et soutenu le renversement du gouvernement légalement élu là-bas parce qu'il se tournait économiquement vers la Russie. Comme vous le savez, enfin, peut-être que vous ne le savez pas. Lui apparemment ne le sait pas, ou alors il l'a oublié. La raison pour laquelle ça a été si facile pour la Russie et qu'elle n'a même pas eu besoin de la prendre par la force, c'est que la Crimée est composée à plus de 90% de Russes ethniques. Et c'est là que se trouve le quartier général de la flotte russe de la mer Noire, à Sébastopol, à l'extrémité de la Crimée. Voilà donc ce que Poutine avait déclaré à l'époque de Sébastopol. Quand notre base est à Sébastopol, on ne va tout simplement pas le faire. Et donc lui non plus n'allait pas abandonner les quelques 90% de Russes. Il est aussi important de noter que l'armée russe, en tant que telle, n'est pas entrée en Crimée. Mais l'armée ukrainienne, composée principalement de Russes ethniques, a simplement retiré ses écussons ukrainiens et a dit « Nous sommes Russes maintenant ». C'est donc ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que cela s'est déroulé sans effusion de sang. En gros, ils sont devenus l'autre pays à ce moment-là, parce que la proportion de Russes ethniques était si élevée. Il n'existe donc aucun scénario, nulle part sur la planète, dans lequel la population de Crimée va simplement partir et l'armée ukrainienne va revenir. Ce n'est même pas possible. Encore une fois, il faut comprendre la géographie et la culture. Et seul quelqu'un qui est vraiment idiot ne comprendrait pas que ce n'est même pas une possibilité envisageable. Et pourtant, voilà, vous avez vu la vidéo elle-même. Mais comme je l'ai souligné, c'est la carte que tout le monde regarde ici. Et c'en est une. Elle est évidemment importante. C'est pour ça qu'on la montre souvent. Mais quand on parle de savoir qui peut gagner la guerre, de la même façon que j'ai regardé l'autre carte de l'Iran et que je vous ai montré, par comparaison avec l'Irak, pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner géographiquement? Regardons la carte qui est vraiment la plus importante pour que vous compreniez l'échelle de la question. L'Ukraine, avec l'aide des États-Unis et de l'OTAN, peut-elle vaincre la Russie? C'est cette carte qu'il faut regarder. Donc, tout ce qui se trouvait à gauche, c'était l'Ukraine. Et ici, c'est la Russie. Et vous voyez, c'est littéralement étendu aux 4 vents. Ça s'étend sur 12 fuseaux horaires différents. Je pense que géographiquement, en termes de kilomètres carrés, c'est la plus grande masse terrestre de tous les pays de la planète. Cela signifie aussi qu'ils peuvent énormément disperser les choses. On entend donc beaucoup de discussions, et je crois que même cette nuit, une autre installation russe, une infrastructure pétrolière, a été frappée. C'était à environ 1500 kilomètres. Mais ce n'est qu'une infime partie de la Russie. Ils peuvent installer des choses ailleurs, comme ils l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont placé beaucoup de leurs installations hors de portée de tout ce que les nazis possédaient alors. Et ils peuvent faire la même chose ici. Ils peuvent déplacer les choses tellement loin vers l'Est qu'il s'agisse d'armes américaines, britanniques, allemandes ou de quelque chose que l'Ukraine pourrait fabriquer, on ne peut pas aller assez loin. Et donc, la Russie peut se protéger de cette façon, et elle a ses moyens dispersés. Et l'idée de dire, bon, on va simplement déployer assez de missiles contre la Russie pour la mettre à genoux. Il faut se demander, est-ce que cela a marché dans l'autre sens? Est-ce que la Russie a réussi à mettre l'Ukraine à genoux en frappant ses infrastructures critiques?
ses infrastructures pétrolières et énergétiques, ses capacités de transport. Est-ce que cela a mis à genoux une Ukraine pourtant bien plus petite? Et la réponse est évidemment non, ça n'a pas marché. Mais il y a aussi la démographie. Regardons cela. Voici la population. Je l'ai souvent dit, la Russie compte plusieurs millions d'hommes de plus. Eh bien, j'ai fait quelques recherches pour connaître le chiffre réel. Et il s'avère que le vivier de mobilisation, c'est-à-dire les personnes de 18 à 60 ans, c'est là qu'on peut puiser. Et la population actuelle de l'Ukraine se situe quelque part entre 29 et 32 millions, parce que tant de gens sont partis et que personne ne connaît le chiffre exact. Mais c'est dans cette fourchette. La Russie a un vivier de mobilisation de 31 à 33 millions de personnes. L'Ukraine, au total, 5 millions. Donc, ce que ça vous dit, c'est que dans la tranche d'âge principale pour la mobilisation, la Russie a 7,2 millions contre 2. Et c'est tout ce qui reste. Et vous voyez ce qui se passe? Ils essayent maintenant d'aller chercher ceux qui restent en Ukraine. On vous montre ces vidéos tout le temps. Alors que du côté russe, ils continuent de s'engager. Ils n'ont même pas eu recours à une mobilisation forcée depuis la première, en 2022. Donc ça vous montre que quelle que soit la gravité de la situation, le camp russe aura toujours un atout dans sa manche. Quel que soit le nombre de pertes, même si le ratio de pertes était réellement d'1 pour 1, ce qui ne peut pas être le cas de manière rationnelle, parce que la puissance de feu russe est de 5 contre 1, voire 10 contre 1, selon la catégorie considérée. Bombes planantes, missiles à longue portée, missiles à courte portée, drones, artillerie, puis armes à tir direct, dont la plupart les dépassent largement. À part les drones, où l'on est plus ou moins à parité, toutes les autres catégories jouent en faveur de la Russie. Toutes les catégories. Je vais vous en montrer quelques-unes dans un instant. Donc, il est irrationnel et illogique de suggérer qu'il y aurait d'une manière ou d'une autre un déséquilibre des pertes du côté qui dispose d'un avantage absolument considérable en puissance de feu offensive. Ce n'est tout simplement pas vrai. Mais, pour les besoins de l'argumentation, disons que ce soit du 1 pour 1 et que ce soit égal. Si vous continuez dans cette guerre d'attrition, vous allez constater que le camp russe peut littéralement saigner à mort le camp ukrainien, même si c'était du 1 pour 1. Je veux dire, regardez simplement ces chiffres, mes amis. 25 millions de personnes de plus dans le vivier de mobilisation. Ce qui signifie que, si la Russie devait le faire, si elle se retrouvait suffisamment en difficulté, elle pourrait passer à une mobilisation forcée et envoyer des millions de personnes supplémentaires au combat. Et si c'était, je veux dire, prenez simplement la principale fenêtre de mobilisation. Au fil du temps, la Russie pourrait littéralement neutraliser la totalité de ces 2 200 000 hommes du côté ukrainien. Et si c'était équivalent, ça les ferait maintenant tomber à environ 5 millions. Et devinez quoi? 5 millions, c'est supérieur à 0. Vous voulez vous engager sur cette voie? Vous voulez suivre la voie qui consiste à littéralement vider l'Ukraine de son sang pour prouver que les mathématiques sont réelles? Ce n'est pas seulement une question de géographie. Ce n'est pas seulement une question de démographie. Il y a aussi les obus d'artillerie. Il y a aussi la puissance aérienne. Alors c'est le mieux que j'ai pu obtenir ici. Nous avons tiré cela de plusieurs sources différentes. Et ce que vous voyez ici, ce sont des obus d'artillerie et de mortier, donc essentiellement des tirs indirects, du côté russe en rouge et du côté ukrainien en bleu. Et cela comprend la production nationale ainsi que ce qu'ils reçoivent de leurs alliés. Pour la Russie, cela vient principalement d'Iran et de Corée du Nord. Ils en fournissent une partie. Et puis bien sûr, le camp ukrainien en reçoit de l'OTAN. Ce qui est intéressant, c'est que les obus d'artillerie et de mortiers ukrainiens sont principalement encore aujourd'hui davantage produits sur place que fournis par leurs alliés. Et c'est un peu surprenant.
D'abord, c'est assez impressionnant que le camp ukrainien, sous toute cette puissance de feu, alors que son industrie continue d'être frappée, soit capable de produire autant. Et c'est embarrassant pour l'Occident. Cette partie bleu clair, elle vient de leurs alliés. Elle vient de nous. C'est ce que produit l'Europe elle-même. C'est aussi dérisoire que ce qu'ils produisent ici. Mais le problème, c'est que même la Russie, à elle seule, sans alliés, produit plus d'obus d'artillerie que tout le monde. C'est uniquement pour les obus de mortier qu'elle reçoit davantage de ses alliés. C'est tout. Mais ça ne change rien, parce que ce sont les munitions à la plus courte portée. Et le principal enjeu, ce sont les obus d'artillerie. Vous voyez que, même après 5 ans de guerre, nous sommes à peu près à la moitié de ce que produisent les Russes, si ces chiffres sont exacts. Et bien sûr, toutes ces informations sont exclusives et classifiées. Donc nous devons nous fonder sur les meilleures estimations que nous pouvons obtenir à partir de sources ouvertes. Mais les chiffres doivent être assez proches de ça. Examinons maintenant certains des éléments les plus importants, à commencer par les missiles à longue portée. Les missiles de croisière, comme les Kh-101, les Calibres, les Iskander, etc. Dans cette catégorie, les Russes en fabriqueraient entre 100 et 120 par mois. L'Ukraine, avec sa production nationale, en fabrique entre 10 et 20 par mois. La Russie dispose d'une capacité de défense aérienne largement supérieure, avec des S-300, des S-400, et même désormais quelques S-500, qui semblent avoir des capacités assez solides. L'Ukraine n'en a aucun. L'Ukraine a de fait perdu sa capacité de défense aérienne, parce que nous n'avons plus rien à lui fournir, en raison des pertes que je vous ai montrées et que nous avons subies au Moyen-Orient. L'Europe n'a rien non plus. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient et n'en produisent presque plus. Donc, cette capacité est effectivement neutralisée. Et puis, il y a les missiles balistiques. Là encore, d'après les sources ouvertes auxquelles on a accès, avec les Iskander et les Kinjal, on est autour de 40 à 50 par mois. Donc, au total, quelque part entre 150 et 170 environ par mois. Et du côté ukrainien, vous voyez, c'est peut-être 25. Donc, pour revenir là-dessus, le camp représenté par la grande zone verte produit nettement plus que l'autre. En gros, 150 contre environ 25 par mois. Des missiles à longue portée. Les 150 missiles russes doivent tous être dirigés vers ce petit cercle rouge, en bas à gauche. Le côté ukrainien, qui n'en a que 25, doit les répartir sur toute cette vaste zone verte, en espérant pouvoir toucher tout ça. Donc, la capacité de production matérielle doit aussi être mise en regard de la géographie, qui disperse leurs moyens de leur côté. Et cela signifie que la Russie serait montée à quelque part entre 120 et 170 environ. Vous voyez, pour les missiles balistiques, c'est ce qu'affirme la partie ukrainienne. Et je ne sais pas s'ils exagèrent simplement la menace pour mettre davantage de pression. On peut supposer que c'est en partie le cas. Mais Zelensky affirme qu'ils seront bientôt capables de lancer jusqu'à 200 missiles lors d'une seule attaque. Parfois, les Russes en ont lancé 70 ou 80, et il me semble avoir vu 1 ou 2 fois des chiffres autour de 100. Mais ils disent maintenant que cela pourrait être doublé. Et si ces cadences de production sont ne serait-ce qu'à peu près exactes, et apparemment elles le sont, la Russie peut dire « Très bien, nous allons stocker pendant quelques mois, puis nous allons en tirer 200 à la fois. » Et sans défense aérienne, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer du côté ukrainien? Maintenant, regardons ce que certains de ces missiles ont fait et ce qu'ils ont permis d'accomplir. Certaines actions des Ukrainiens ont été efficaces. Mais regardons cela. Ces chiffres datent de cette année. Depuis le début de l'année, selon des organismes, des entreprises et des organisations qui comptabilisent ce genre de choses,
La Russie a lancé entre 1200 et 1800 missiles de différents types. Et comme vous le voyez, entre 20 et 50 ont été lancés du côté ukrainien. N'oubliez pas l'étendue du territoire que ces armes doivent couvrir. Elles sont très dispersées, alors que les autres ne le sont pas. Voilà donc l'environnement des cibles. Drones à longue portée. Russie, entre 25 000 et 30 000. Ukraine, entre 3 000 et 5 000. Et là, il est indiqué « Aucune installation opérationnelle n'a été touchée dans les raffineries de pétrole en Ukraine. » Parce qu'il n'y en a pas. La Russie les a déjà détruites et ils n'ont pas pu les reconstruire. Et elles ont disparu. Donc ce n'est pas un ensemble de cibles pour les Russes en ce moment. Ces derniers temps, les Ukrainiens ont commencé à frapper davantage. Ils ont mené 194 frappes cette année, visant les 11 plus grandes raffineries de Russie, les 11 sur 11. Et c'est important de préciser qu'il s'agit des plus grandes raffineries. Elles sont réparties dans tout le pays. La Russie en a beaucoup d'autres, mais celles-ci ont été touchées. J'ai examiné les cibles de manière assez détaillée, et même si certaines de ces frappes, vous voyez, il y avait encore des vidéos, rien que la nuit dernière, d'une autre raffinerie touchée en Russie. Vous voyez toute cette immense zone de raffinerie avec un seul incendie à l'intérieur. Alors, vous pourriez vous dire, bon, d'accord, ce n'est peut-être pas si grave que ça. Eh bien, apparemment, l'Ukraine a été assez judicieuse dans ses frappes. Elle vise la cible de plus grande valeur à l'intérieur de l'installation. Pardon, celle qui est nécessaire au fonctionnement de toute l'installation. Certaines de ces pièces ont des délais d'approvisionnement très longs et leur réparation peut prendre d'1 mois à 6 mois. Donc cela demande beaucoup de temps. Ensuite, il y a les dépôts et les terminaux de carburant. La Russie a frappé environ 15 centres de distribution. L'Ukraine en a frappé 30, mais là encore, 30 sur combien dans cet immense pays? C'est là toute la question. Et puis, tout en bas, vous pouvez voir les centrales électriques qui ont été touchées. L'Ukraine n'a plus aucune capacité de raffinage parce que la Russie a détruit toutes ses installations sur son territoire. Cela signifie que 100% des besoins en carburant de l'Ukraine doivent être importés de l'extérieur. La Russie conserve encore, évidemment, de nombreuses capacités dans ce domaine. Mais parmi les centrales du réseau énergétique, 217 attaques directes ont détruit ou dégradé les capacités du réseau. Et cela concerne beaucoup d'éléments, l'électricité, les capacités de production thermique, les installations de chauffage, et ainsi de suite. Et cela va vraiment peser lourd en hiver. Et vous voyez, 10 frappes du côté ukrainien contre 217 du côté russe, réparties comme ça. Alors, qu'est-ce que cela vous dit, les amis? Qu'est-ce que ces chiffres vous disent? 25 millions d'hommes supplémentaires en âge d'être mobilisés du côté russe. 25 millions de plus. Davantage de capacité en missiles balistiques. Environ 150 à 200. Personne ne connaît le chiffre réel. Contre environ 50. L'Ukraine doit frapper sur un territoire de cette étendue. La Russie, elle, est entièrement concentrée dans cette seule zone, ici en bas. Et puis il y a la question culturelle, comme nous l'avons vu, comme Napoléon l'a découvert, comme Hitler l'a découvert, et comme nous le découvrons à nouveau. Quand le peuple russe est attaqué, tout comme le peuple iranien est attaqué, tout comme le peuple britannique l'a été pendant la Seconde Guerre mondiale, tout comme nous l'avons été à Pearl Harbor, et le 11 septembre, les Russes ont eux aussi des siècles d'histoire qui les poussent à se rallier autour du drapeau et à endurer tout ce qu'il faut endurer. Ils subiront toutes les pertes nécessaires. Ils abandonneront jamais. Donc, si nous ignorons tout cela et continuons à essayer de mener cette guerre, à aider l'Ukraine à la mener, l'Ukraine finira par être rayée de la carte. S'il n'y a jamais une grande offensive à grande échelle, s'ils ne font jamais un Bagration 2, quelque chose de moderne, s'ils restent dans cette situation lente et méthodique, ce sera comme un anaconda. L'Ukraine finira par être détruite.
Ils vont tout simplement écraser l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle meure. Les chiffres sont là. C'est ça, une guerre d'usure. Le mieux que nous puissions faire, c'est produire des armes qui ne fonctionnent pas dans cette guerre et qui n'ont pas fonctionné dans celle du Moyen-Orient. La culture, la nature du combat ici, parce que nous soutenons une guerre dans laquelle nous n'avons aucun intérêt. Les Américains s'en moquent complètement. Donc nous n'avons pas cette adhésion culturelle, parce que c'est même pas important pour nous. Et c'est la même chose au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas engagés. Nous ne sommes prêts à rien endurer pour aucune de ces deux guerres, parce qu'elles sont inutiles. Alors quand vous avez ces deux camps qui mènent des combats existentiels, et évidemment l'Ukraine mène elle aussi un combat existentiel, elle n'en a pas la capacité. Elle a le cœur, elle a le courage, elle a la volonté de se sacrifier, mais elle n'a pas la logistique. La géographie non plus ne joue pas en sa faveur. Dans une guerre d'usure, elle n'a rien de son côté qui lui permettrait, même en théorie, de gagner. Mettez de côté les commentaires du général Hodges, totalement déconnectés de la réalité, qui ne parle même pas de géographie, de démographie, de capacité de production, d'effectifs humains, et qui n'examine aucune de ces choses. Il ne regarde pas l'histoire, la culture, les civilisations. Rien de tout cela. Je veux dire, il le faudrait. Notre pays, lui, le doit absolument, parce que nous nous engageons dans ces deux guerres sur une voie qui échouera. Seul un miracle de Dieu, qui ne se profile pas à l'horizon, pourrait changer cela. Et ce serait irrationnel et illogique au regard de centaines d'années d'expérience et de tous les fondamentaux qui déterminent qui gagne une guerre d'usure. Nous avons fait de cette guerre une question existentielle pour eux. Donc, il n'y a pas de porte de sortie pour l'Iran. Il n'y en a pas pour la Russie non plus. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est avancer. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer à tirer. Et à cause de la planification et des systèmes que nous avons mis en place de notre côté, nous ne pouvons pas soutenir cela. Même si, d'une manière ou d'une autre, nous trouvions la volonté de le faire. Tout comme l'Ukraine ne peut pas suivre le rythme, même si elle a la volonté de gagner et de se sacrifier. Cela ne comptera pas pour eux, parce qu'ils n'ont pas la capacité militaire, ils n'ont pas la géographie. Ils n'ont rien de ce qui est nécessaire pour gagner une guerre d'usure. Nous ne pouvons pas éviter l'échec sur ces deux plans. Plus nous continuons, écoutez des gens comme Mike Pompeo, le général Keith Kellogg, Ben Hodges, Victoria Coates. Plus nous persistons dans cette voie, plus notre Pentagone s'accroche à des chimères, plus notre président parle d'une nation fictive, la plus puissante au monde, qui n'existe plus. Et plus nous allons continuer à nous précipiter, toujours plus près d'une falaise dont nous finirons par tomber. C'est simplement une question de mathématiques, de géographie, de démographie, de réalité. Voilà où nous en sommes, et voilà où nous allons, à moins que nous ne retrouvions enfin nos esprits. Ouvrons les yeux et faisons la seule chose qui ait du sens pour notre pays. Acceptons que notre démesure et notre arrogance nous ont conduits dans cette situation désastreuse. Arrêtons l'hémorragie. Sortons de ces deux guerres tant que nous le pouvons encore. Si nous échouons, nous aurons de très très gros problèmes. Et Dieu seul sait à quel point cela peut empirer par la suite. C'est tout pour le moment. Nous retrouverons l'incontournable Larry Johnson dans environ 5 minutes. Il discutera avec nous. Et nous aurons aussi Steve Jeremy, vétéran britannique de la marine de combat. C'est toujours un plaisir à regarder. Ce sera cet après-midi. À tout à l'heure dans le Daniel Davis Deep Dive.